Bonjour et bienvenue à cette première émission Simplement plein air. Un peu nerveux, mais c'est une émission attendue. J'ai des chroniques pour vous qui sauront capter votre attention et sauront vous faire rêver. Donc, sans plus tarder, notre première chronique, Simplement Orientation, avec Sylvain Saint-Louis d'Orientation Azimut. Sylvain est reconnu comme étant l'un des meilleurs instructeurs dans le domaine de l'orientation en forêt, chroniqueur à RDS pendant 15 ans et maintenant chroniqueur à la revue Sentier Chasse et Pêche. On discute boussole avec Sylvain Saint-Louis. Bienvenue à la chronique Simplement Orientation. Mon invité aujourd'hui, Sylvain Saint-Louis d'Orientation Azimut. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Guy. Et comment ça va? Ça va super bien. Ça roule en fou. C'est bien correct. On se plaint pas de ça, là. Ah, il faut pas se plaindre. Hey Sylvain, aujourd'hui, on va parler boussole. Savoir trouver le nord, c'est bien, mais c'est pas nécessairement suffisant et c'est pas tout ce qu'une boussole peut faire. Donc, je t'invite à nous instruire, à nous remplir de connaissances, mon Sylvain, un matin. Ben, écoute, la boussole, c'est assez surprenant, là, à cause de la venue des GPS. Là, je dois dire que les gens s'informent de plus en plus sur la boussole, contrairement à ce que les gens pensent. La boussole fait un retour. Parce que par mesure de sécurité, écoute, ça prend une boussole même si tu as un GPS, même si tu penses jamais t'en servir. Sauf que les gens s'en servent mal. Donc, avoir une boussole, pas savoir s'en servir, c'est une chose, là. Parce qu'une boussole, je dois dire que ça a été mal enseigné depuis des années, depuis des décennies. En principe, on ne devrait jamais parler de nord avec une boussole. Dans le fond, le nord, là, on s'en fout. Moi, que ce soit à gauche, en avant, en arrière, à droite, c'est pas vraiment important. Ce qui est important avec une boussole, c'est savoir où est-ce que tu t'en vas. Mais je te donne un exemple vite fait. Disons que je suis en forêt. Disons que je sais mon degré pour tout de suite. Là, on va prendre l'exemple pour tout de suite que le GPS me dit que mon véhicule est à 100 degrés. Bon, tantôt, on va enlever le 100 puis je vais le trouver d'une autre façon. Mais disons que je vais aller à 100 degrés puis je veux utiliser ma boussole au lieu du GPS pour sauvegarder les piles. Une boussole, le nord, que tu sois à gauche, à droite, je le répète, on s'en fout. Ce qui est important, si tu veux aller à 100 degrés, tu dois tourner sur toi-même jusqu'à ce que l'aiguille rouge tombe dans la flèche. Tu tournes pas la boussole. Toi, tu maintiens la boussole de niveau. Tu tournes avec la boussole. Une fois que l'aiguille rouge est dans la flèche d'orientation, tu regardes en avant de toi, tu es automatiquement aligné à 100 degrés. C'est la même chose à 200. Donc, les gens qui ont une boussole, là, il faut absolument qu'ils essayent ça. Là, ils vont essayer, exemple 100, 200, 300. Tu regardes 100, ça te donne là. À 200, ça va te donner encore un petit peu à ta droite. Puis à 300, encore un petit peu plus à ta droite. Mais tout simplement pour dire que les gens, il faut qu'ils essayent ça et qu'ils oublient le nord. Puis je te donne un autre exemple, on va le faire à l'inverse. Je débarque de mon véhicule. Puis disons que je veux m'en aller dans une direction, je fais quelques pas. Je fais un demi-tour, je pointe mon véhicule parce que c'est là que je vais vouloir revenir. Donc là, je pointe mon véhicule, la boussole toujours dans mes mains puis en face de moi. Là, je vais tourner le cadran jusqu'à ce que l'aiguille rouge tombe dans la flèche d'orientation. Quand c'est fait, ma boussole est placée pour quand je vais vouloir revenir au camion. Donc là, je peux m'en aller en forêt. Puis quand je vais vouloir revenir, ma boussole est déjà placée pour revenir au camion. Donc, dans le fond, là, le principe, c'est l'aiguille rouge dans la flèche d'orientation. Que le nord soit à gauche, en arrière, en avant, ça n'a vraiment pas d'importance. Souvent, les gens ont tendance à dire, garde le nord est là, puis il faut que je m'en aille dans telle direction. Ça n'a pas rapport. C'est vraiment l'aiguille rouge dans la flèche d'orientation. Il faut que les gens qui essayent absolument cette technique-là, là, les gens vont trouver que la boussole, c'est vraiment facile à utiliser, parce que c'est ça, dans le fond, c'est l'aiguille rouge dans la flèche d'orientation. Absolument, parce que là, si, comme tu dis, là, en sortant de notre véhicule, cette fameuse petite flèche rouge-là, en la plaçant, on se déplace. Quand on veut revenir, on se réoriente justement vers cette ligne rouge-là et on revient. Oui, absolument. C'est sûr que, écoute, c'est pas une boîte magique, là. Tu sais, si tu pars de ton véhicule puis tu t'en vas passablement à droite vis-à-vis un secteur, tu vas revenir à ton véhicule. Mais c'est sûr que si tu fais une grosse courbe,
tu vas revenir dans le chemin, peut-être pas à ton véhicule, mais au moins ton degré est déjà placé sur la boussole. Tu n'as rien qu'à mettre l'aiguille rouge dans la plage d'orientation. C'est pas une boîte magique, puis c'est pas un GPS, mais tu n'en es pas servi de la journée. Si tu pars de ton véhicule puis que tu marches passablement trop à droite en prenant les visées tout le temps, ben quand tu vas t'en revenir directement à ton véhicule. Là, c'est pas vraiment un problème, ça. Puis il faut pas se faire peur avec des 1 degré d'erreur. Là. Souvent, j'ai fait des tests là, pour faire une histoire courte. Là, 1 degré d'erreur. Sur 10 minutes de marche, là, ça équivaut à peu près à 10 pas. Donc, tu sais, c'est pas vraiment important là d'avoir un objectif vraiment précis. Je pense qu'il est important au début, je prends l'exemple du véhicule, là, c'est soit le chemin, c'est soit un lac, ainsi de suite. C'est sûr qu'on ne prend pas un GPS pour tirer, une boussole pour tirer des lignes. Là. Le pantalon géomètre va le faire autrement ou le technicien va rester. Mais le moteur de chasse et de pêche, l'important, là, c'est d'avoir un objectif qui est quand même assez large. Fait que je trouve un petit peu à gauche, je trouve un petit peu à droite, c'est vraiment pas dramatique. Donc, je le répète, là, 10 minutes, là, pendant 10 minutes de marche, si tu te trompes de 1 degré, là, ça équivaut à une dizaine de pas. Donc, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Là. C'est pour ça que ce qui est important, c'est vraiment de retenir là, la façon de marcher avec une boussole. Tu prends une visée, disons que tu vas aller dans une direction, tu places ta boussole, tu tombes que l'aiguille rouge soit dans la flèche d'orientation, tu t'enlignes avec ça. Toujours calculer son temps, évidemment. Hein. Si tu prévois aller au lac, puis tu prévois en avoir, si on regarde une carte vite faite, là, un colo, là, c'est 20 minutes de marche. Donc, il faut que tu s'en ailles avec ça. Tu te dis, OK, moi, j'en ai pour une demi-heure. Quand tu as fait une demi-heure de marche, ben arrête, tu devrais arriver à ton lac. Si t'es pas arrivé, ben il y a peut-être de quoi de pas correct que tu as fait. Là. C'est comme ça qu'il faut s'enligner avec ça. Oui, il faut s'enligner, puis bien s'enligner. Et puis, Sylvain, aussi, moi, j'avais une question. On entend souvent dire les champs magnétiques, genre pylônes électriques, pourraient fausser la donne. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste un mythe? Absolument, puis pas rien qu'avec une boussole, avec un GPS aussi. Les deux sont sensibles à ça. Mais une ligne électrique, je dois dire que c'est pas vraiment compliqué. Les gens vont s'en rendre compte, puis ils voient. Ça fait qu'à ce moment-là, tu te dégages un peu. S'il faut que tu passes en dessous, tu passes en dessous, puis à un moment donné, rendu un petit peu plus loin, tu reprends tes visées. Mais le pire, c'est des masses magnétiques. Ça, tu les vois pas. Fait que ça, des masses magnétiques, ça va arriver. Tu vas te rendre compte, à un moment donné, tu prends des visées, tu t'enlignes passablement droit dans une direction, puis à un moment donné, on dirait que ça te donne pas mal à gauche. Voyons donc, qu'est-ce qui arrive là? Ben, la simple chose que tu dois faire à ce moment-là, c'est de te dégager de cette masse magnétique-là. C'est-à-dire que ta boussole, elle semble s'affoler ou elle semble indiquer vraiment une autre direction. Quand je parle s'affoler, c'est assez rare que ça va faire, ça va virer tous les bords, tous les côtés. C'est qu'à un moment donné, ça va avoir tendance à vraiment pointer une autre direction. Quand que ça fait ça, fais 10, 15, 20 pas. Il y a des fois que c'est seulement qu'une vingtaine de pas, tu vas te sortir de cette masse magnétique-là, tu vas reprendre ta direction. Mais ça arrive. C'est simplement au sol, là, c'est une masse ferreuse, puis on dirait que là, tu as de la misère à être aligné, ben ça arrive. Ça. Puis ça, c'est parce que tu n'en as pas compte par rapport à une ligne électrique. Hein. C'est ça. Puis si je comprends bien, donc on ne doit pas se stationner sous une ligne électrique. Azimut, ouais. Notre azimut. Non, absolument pas. Là, ça va fausser donner, ça. C'est pour ça que ça, regarde, c'est visible, ça fait qu'on la voit. Fait que ça, non, il faut vraiment se dégager. Puis je dois dire qu'une ligne électrique, facile, une centaine de pieds de la ligne. Hein. Oui, hein, facilement. C'est ça, je m'en allais te demander, là, à quelle distance qui serait sécuritaire, si on veut, là. Ouais, facile, une centaine de pieds, ça dépend du temps des lignes électriques, là, le voltage qu'il y a là-dessus, là. Mais on a facile une centaine de degrés. Les gens s'en rendent compte de toute façon. Si tu prends, mettons, 200-300 pieds avant, tu prends une visée, tu s'enlignes dans un secteur. Tu vois que rendu proche de la ligne électrique, là, ça barouette pas mal ton affaire, là. C'est pour ça qu'à ce moment-là, elle sort de là, dépasse la ligne électrique quand même. Là, je reviens au 1 degré d'erreur. Là. Quand même que rendu de l'autre côté, si tu es avancé d'une coupe de pas, c'est pas grave. Là. Il faut pas dramatiser dans ça. Tu vas être capable de reprendre ta direction, peut-être un petit peu à côté, là, mais il faut pas virer fou avec ça. Là. Pour ça que je te dis, 10 minutes de marche, une dizaine de pas à côté, c'est tout. Ça, ouais, c'est ça, tu reviens quand même là, assez bien. On parle aussi de panneaux indicateurs.
des masses de métal? Ben, des masses de métal, c'est assez rare. Tu vas voir des masses ferreuses, des masses de métal avec la boussole. Je veux dire, moi, j'ai fait vraiment des tests. J'ai mis la boussole, je dirais, à côté d'un canon de carabine. Il faut quasiment que tu sois à 6 pouces du canon pour que la boussole commence à faire de quoi. Un véhicule, c'est à peu près, mettons, 2 pieds. Tu sais, il faut vraiment que ta boussole soit collée sur la masse ferreuse. La boussole comme telle, pourquoi est-ce que finalement les masses ferreuses et les lignes électriques là, viendraient en conflit avec la boussole? Ben, l'aiguille est scellée vers une masse magnétique. Ça, c'est le principe de la boussole. Il est scellé vers le pôle Nord, qui est une masse magnétique en soi. Ben là, si tu approches un autre métal, c'est un peu comme un aimant. Là. C'est ça. Si tu approches, la masse magnétique, c'est une grosse aimant. Fait que ton aiguille est scellée là-dessus. Mais si toi, tu approches comme un autre petit aimant à côté, l'aiguille va être tendance à bouger. C'est ça, les masses ferreuses, dans le fond. Là. Superbe. Ils vont dérégler un peu ton affaire. Là. Eh bien là, on apprend beaucoup avec Sylvain, je te dirais. Le temps file, mon Sylvain. La chronique est déjà là. Qu'est-ce que tu dirais si, dans une prochaine chronique, on discuterait un peu comment fonctionner avec une carte et une boussole? Ben absolument. On pourrait faire ça dans montrer même à Anthony comment travailler à l'œil pour être plus vite que le GPS. Oui, c'est bien ça. OK. Et puis en attendant, là, si on veut te rejoindre, Sylvain, est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées comme ça, si on veut avoir plus d'informations ou naturellement, tu donnes des cours aussi à des groupes. Est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées, Sylvain? Ben absolument. C'est orientationazimut.com. Ça, c'est le site web et www, évidemment. Dans le 430-8297. On est sur plusieurs réseaux sociaux, là, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, que ce soit Twitter. Orientation Azimut, là, il y a un catapult Orientation Azimut, puis les gens vont le voir. Puis les formations, on en fait partout. Ça peut être individuel, en groupe. On les fait même via Skype. Fait que les gens, là, je pense que si ils ont de la difficulté avec le GPS, avec la boussole, c'est le temps. S'ils veulent aller en toute sécurité en pleine forêt, je pense qu'une bonne formation, une bonne fois pour toutes, ça en vaut vraiment la peine. Oui, ça en vaut vraiment la peine. Et aussi, vous pouvez voir défiler là, sur YouTube. Vous voyez aussi les coordonnées de Sylvain. Vous les voyez aussi sur Simplement Plein Air. Donc, j'aimerais vous rappeler, mes chers auditeurs, que cette chronique vous est rendue possible grâce à la participation d'Orientation Azimut. Alors, merci Sylvain, bonne semaine et on rejase orientation la semaine prochaine dans une chronique Carte et Boussole. Que vous partiez à l'aventure en pleine nature ou que vous soyez juste d'une nature aventurière, devenez accro à l'aventure sous toutes ses formes chez Simplement Plein Air, Simply Outdoors. Nos chroniques et nos reportages combleront le néophyte et l'expert. N'oubliez pas, ce sont les petits détails qui font la différence. Alors, c'est un rendez-vous Facebook sur Simplement Plein Air, Simply Outdoors, et aussi, n'oubliez pas notre blog guymartin.org, guymartin.org. C'est un rendez-vous. Très bonne entrevue avec notre ami Sylvain Saint-Louis d'Orientation Azimut. J'aimerais aussi vous rappeler par le même fait que Sylvain donne des cours. Donc, si vous voulez, vous n'avez qu'à aller sur Google et écrire Orientation Azimut et vous allez voir, c'est la page de Sylvain qui va arriver. Et ceci dit, notre concours NXS, bonne nouvelle, on prolonge le concours jusqu'à la fin du conflit des postes. Donc, pour participer au concours et courir la chance de remporter un assortiment de leurre Softbait Odeur Extra, vous n'avez qu'à aimer et partager le post sur la page Simplement Plein Air. N'oubliez pas, les poissons raffolent de NXS, donnez-leur ce qu'ils veulent. Et voilà, la pêche Lac-Ontario, ça vous intéresse? Chaque semaine, Robert Lalancette de lacontario.com interviendra avec un rapport de pêche et cette semaine, Robert nous parle de son début de saison et aussi nous présente un invité spécial.
Bonjour et bienvenue chez Simplement Plein Air. Cette semaine, votre chronique vous parvient du Lac-Ontario avec Monsieur Robert Lalancette. Robert de lacontario.com. Salut Robert! Bonjour Guy, bonjour à tes auditeurs. Ça me fait plaisir de vous parler ce soir. On a pas mal de choses à se dire. On va essayer de faire ça dans un laps de temps assez court parce qu'on en aurait pour quelques heures. On pourrait discuter absolument, Robert, m'a dire de quoi, là, même qu'on parlait hors onde, on discutait justement là, de poissons. Et puis Robert, tu me disais, la température de l'eau là-bas, ça semble wow? Oui, la température de l'eau est rendue à 66 degrés en surface, qui est très, très bon. Tu te souviens, la semaine dernière, on se parlait, on était dans les 52-55 degrés. La température a monté beaucoup. Écoute, ça me rappelle un peu les bonnes années d'ici là 4-5 ans. Là, c'était comme ça, c'était ici de l'année. Là, on faisait des belles pêches et tout. Là. Puis cette année, ça semble être revenu au normal. Mettons. C'est ça. Puis ça, t'attribuerais ça à quoi, Robert? Là, quand on parle là, de pêche hâtive, tu me dis que le poisson est revenu, tu me parles de normal, ça pourrait être attribué à quoi? Écoute, comme on parlait dans les autres chroniques, Guy, c'est que l'année passée, puis l'autre année d'avant, ben pas l'hiver qu'on vient de faire, 2015-2016, mais l'hiver 2014-2015, l'hiver 2013-2014, le lac ici, il a gelé presque à 90%, presque à 100%, le lac était gelé. Cette année, le lac a gelé à 14%. Fait que ça a été bien, dans un court laps de temps, le lac a dégelé. Donc, l'eau a commencé à se réchauffer tout de suite. Tandis que l'an passé, là, c'était très, très long. Quand ils ont ouvert la voie maritime dans le lac supérieur, ils ont été obligés de passer avec les brises-glaces en avant des bateaux. Cette année, quand ils ont ouvert la voie maritime, ils n'avaient plus de glace. Je ne me souviens pas quelle date qu'ils rouvrent ça, là, mais la glace était partie. Fait que là, on a eu le temps de se réchauffer, comme c'était il y a 5-6 ans à peu près, où on était dans le normal. C'est ça, puis là, on se réchauffe un gros quart d'eau comme ça naturellement, parce que là, on parle quand même d'un écart d'environ 14 degrés en 7 jours, 8 jours. Là. Oui, et ce qui nous a aidé aussi, ce qui nous aide beaucoup, là, quand on a des vents, au lieu d'avoir des vents du nord qui refroidissent l'eau, on a des vents du sud qui viennent des États-Unis, puis l'eau est plus chaude un petit peu sur le bord des États. Puis ça nous apporte l'eau chaude, puis la nappe d'eau chaude, il y a comme un bassin d'eau chaude qui se tient dans le milieu du lac. Fait que nous, on est au nord. Fait que quand le vent est du nord, il pousse la nappe d'eau chaude vers le sud. Mais quand les vents sont du sud, sud-ouest, ça pousse la nappe d'eau chaude vers nous autres un petit peu. Puis quand on parle eau chaude, naturellement, on parle de beaux poissons, là, parce que tu m'as dit que tu as fait une semaine assez belle, là. Oui, c'est ça. Ben, étant donné que l'eau chaude est là, ben les gasparos et les poissons, tous les poissons à pas qu'on a dans le lac, ben, ils se tiennent plus à l'eau chaude. Puis l'eau chaude, eux, quand ils sont là, ben les prédateurs sont là aussi. On a fait des belles pêches, on a pogné du 20-25 livres à toutes les sorties de pêche qu'on a faites. C'était, écoute, les gens, ils étaient émerveillés, et emballés. Puis ça, quand on parle, excuse Robert, quand on parle de 25 livres, là, on parle du gros chinook, là. Oui, exact. Puis on a fait du coho d'une dizaine de livres qui est beau. Souvent, les cohos, quand on les prend 5, 6, 7, 8 livres, là, mais quand tu commences à prendre du livre dans le coho, ça commence à être du beau coho, là, c'est gros, c'est des beaux poissons. Ça fait des filets merveilleux, là, fait des soupers gastronomiques. C'est ça. Puis en discutant, Robert, tu me disais tantôt, puis c'est une chose que j'avais complètement oubliée parce que, bon, on pense plus saumon beaucoup, mais tu me disais le chinook, une chose qui est assez inusitée, c'est qu'on parle, quand le chinook monte frayé, le chinook ne survit pas, mais tu me parlais quand même d'une croissance assez rapide, là. Il nous disait que l'été, là, comme à ce temps ici, là, quand il est vraiment dans la nourriture beaucoup, là, qui peut grossir d'une livre, une livre et demie par semaine. Donc, c'est énorme, là. Les 10 semaines d'été, là, il peut prendre entre 10 et 15 livres cette année. C'est ça. Puis ensuite, il monte frayé, puis il monte frayé à l'âge de, tu me disais, 2 ans des fois, ou 3 ans, c'est bien ça? Oui, 2, 3, 4 ans à peu près. Il y en a des fois qui vont passer tout droit à 3 ans, qui vont se rendre à 4 ans. C'est eux qui vont peser, mettons, d'un 35-40 livres, là.
Mais c'est ça. Normalement, l'âge à peu près moyenne de frais, c'est à 3 ans. Puis le poisson, il prend à peu près 10 livres par année. Fait qu'il est rendu à 3 ans, il pèse, mettons, entre 25 et 35 livres à peu près. C'est ça. C'est un poisson normal. Wow. Donc, il monte, là, il fraye, puis il décède. Donc, c'est 10 livres par année, là. C'est assez bon, là. Oui. Ah oui, ça fait des poissons, c'est des monstres, là. C'est ça, puis... Ça prend des puises énormes pour les puiser. Oui, monsieur. Hein, pour les sortir de l'eau. Oui, puis les gens peuvent les voir, là, présentement. Naturellement, c'est diffusé sur YouTube. Les gens peuvent voir les photos, là. Ça, c'est des photos de la semaine dernière, là. C'est pas des photos de l'an dernier, là. Non, j'en ai mis comme samedi soir, là. On pêchait, là, puis on a pogné 25 livres à peu près, là. Puis là, je l'ai posté sur ma page tout de suite. Puis là, je marquais il y a 5 minutes. Puis c'était vrai, là. On venait de le prendre. Là. Il gigotait encore là, quand j'ai posté la photo. Là. C'était pas des photos de 5 ans, 10 ans. Là. C'est ça, là. Puis je rappelle aux gens, si vous voulez suivre Robert là, sur son Facebook, c'est lacontario. Lacontario. C'est ça, hein, Robert Lalancette, oui. Lacontario. C'est bien ça? Oui. Lacontario.com. C'est ça, le site web. Puis là, naturellement, là, les photos que vous voyez, ça vient du site à Robert. Ça vient de photos aussi que Robert m'a envoyées. Et puis, on discutait tantôt, je pense que tu as un copain avec toi, Carlos. Carlos, qui est un pêcheur, un autre capitaine de bateau, là. Oui, il est ici avec moi, Carlos. On a 2 bateaux sensiblement pareils, là, 2 bateaux de 14 pieds. Oui, c'est ça, des petits 14 pieds de large. Oui, de large, par 40 pieds de long. Oui, c'est ça. Et puis, Carlos nous disait justement, on parlait tantôt, là, puis il y a un bateau qui a toute une histoire. Hein? Oui, ben il est là justement, Carlos, il va vous conter l'histoire. Je suis pas sûr, là, Guy. Oh oui, il n'y a aucun problème, là. Carlos, le nom de ton bateau, lâche-nous donc ça. Le nom, en fait, du charter, c'est Spanish Fly Charter. C'est Spanish Fly. Évidemment, c'est qu'on pêche avec des mouches, puis je suis d'origine espagnole, donc ça part de ça. Et le fait le plus cocasse, en fait, c'est que le bateau, c'est un trojan. Donc, on reste dans le thème. Le thème demeure là, c'est en plein ça. Et puis, toi, Robert et Carlos, là, vos saisons, qu'est-ce que ça a l'air? Êtes-vous pas mal bouqués ou s'il reste encore de la place chez vous, les gars? Sur les 2 bateaux, au total, il nous resterait peut-être entre 10 et 12 jours de pêche là, pour toute la saison. Là. C'est évidemment qu'on est de plus en plus sollicité tôt dans la saison. Donc, les gens qui viennent veulent revenir. Hein, je pense qu'ils aiment l'expérience de pêche parce que c'est pas juste la pêche comme telle, hein, c'est tout ce qui alentour. Il y a un aspect pédagogique aussi quand on fait de la pêche. Il y a un certain enseignement qui se fait. On laisse manipuler les équipements. Ça, c'est une particularité vraiment intéressante. Il y a certains guides qui n'aiment pas qu'on touche à leurs équipements, puis ils nous donnent les cannes à pêche dans les mains, tandis que nous, on aime faire vivre l'expérience totale aux clients. Absolument. Puis quand tu parlais, Carlos, à la mouche, là, à la traîne ou à la mouche le lancer, tout ou pas? Non. À la traîne. Nous, ce qu'on appelle la pêche à la mouche, c'est qu'on pêche avec un attracteur et puis il y a une mouche derrière l'attracteur qui fait office d'appât. Ah, OK. Qui va reproduire un peu nos poissons que nous, on a ici, là, qu'on appelle le Gasparo en majeure partie. Là. C'est un poisson appât qui est ici présent dans le lac et auquel tous les poissons se nourrissent là, avec ce poisson-là. Ah, OK. Donc, on peut reproduire l'espèce d'attracteur, si on veut, va venir faire une certaine luminosité en tournant. Puis, ça va créer comme une espèce de banc de poissons, donc un effet de miroir dans l'eau. Puis, derrière, on a le petit perdu qui, lui, finalement, devient l'appât là, pour les gros poissons. C'est ça. Puis finalement, par contre, votre ligne, pas la ligne, là, mais la perche comme telle, la canne à pêche, là, si je peux l'appeler ainsi, là, c'est une canne à pêche avec un moulinet différent de celui que Robert utilise, là. Ben, en fait, on utilise les mêmes équipements. On utilise des lancers lourds. Donc, c'est vraiment un équipement qui est un petit peu du même type, là. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les lancers lourds, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça, pour exemple, la pêche à la traîne avec le mosquit, le brochet. C'est un moulinet qui est sur le dessus, puis la canne à pêche est orientée avec les œillets sur le dessus. Donc, c'est vraiment un équipement qui est beaucoup plus lourd pour le type de pêche qu'on fait, là.
je pense que Robert en avait probablement parlé dans une autre chronique. Là, on parle de poissons quand même trophées. Là. Donc, dans les petits, là, on parle de peut-être jusqu'à 4 livres minimum. Puis après ça, ça monte en haut de 40 livres là, dans les maximums qu'on a. Fait que la fourchette étant très, très large, puis on sait jamais c'est quoi qui mord, mais faut quand même être équipé pour. Là. On a des gens, Robert pourrait aussi en parler, on a des gens des fois qui amènent leurs équipements puis qui veulent tester. Moi, 3 clients sur 3 ont brisé leur équipement. Oh là là, ouais, hein? Ben, ils s'attendent pas, tu sais, je veux dire, tu peux pas venir pêcher ça avec une canne à dorer, là, tu sais, ça prend comme un minimum d'effectifs pour aller à la guerre ici. Ah ouais, non, c'est sûr et certain. Puis, les gars, y a-tu de la compétition entre bateaux là-bas? C'est dur à dire. Des gageurs qui se prennent des fois, là, on va pogner le plus gros poisson ou... Ah, ben non, ça c'est plutôt base amicale, c'est plutôt comique. Il y a une saine concurrence. Des fois, on s'en fait juste entre moi et Robert, c'est drôle, on a 2 groupes, là, puis on essaie de faire pogner les plus gros poissons, puis on se met des défis entre nous, mais pour la blague, là, c'est pas quelque chose là, qu'on en tient de rancune ou que les groupes sont en maudit. C'est vraiment comique. Là. Parce que tu vois, comme moi et Carlos, entre autres, on a des tables à poissons sur notre bateau. Les filets sont faits à bord du bateau, sur l'eau. Ah, imagine. Quand on arrive au bord, il n'y a plus de gros poissons, il reste juste des filets dans des sacs. C'est ça. Les gens qui veulent compétitionner, compétitionnent avec des sacs, là, ils compétitionnent pas avec des poissons. Non, c'est ça. C'est ça, c'est pas le but. Le but, c'est pas d'avoir la guerre avec les autres. Non, absolument pas. Puis quand je mentionnais ça, c'était juste parce qu'il y a une confrérie qui se fait toujours, comme toi et Carlos, vous avez 2 bateaux, vous avez vos clients et tout. C'est une confrérie qui se forme. Il y a beaucoup d'aide entre vous autres. Tu m'en avais parlé justement dans une chronique auparavant. Donc, c'est vraiment plaisant, là. Des fois, quand on a, écoute, la pêche, tu sais c'est quoi la pêche, et puis tes clients doivent le savoir aussi, là. La pêche, c'est pas toujours merveilleux à tous les jours, hein. Non, c'est ça. Puis des fois, c'est pas parce que la pêche est pas merveilleuse, c'est parce que t'es pas dans le bon spot. C'est ça. Fait que des fois, on se communique, on dit, gars, moi, là, je suis à telle place, là, puis, gars, je suis dedans le poisson, là, je suis dans le fiche, là. Fait que, viens-t'en ici, là, puis tu vas voir, tu vas en faire. Ouais, puis c'est un autre jour, c'est moi qui est dans le chenoute, puis c'est un autre qui me dit, gars, Robert, tu fais-tu du fiche? Non, j'en fais pas. Gars, viens me rejoindre, je suis à telle place. Puis, si tu vas avoir de l'aide, il faut t'en donner aux autres, hein. Oui, non, absolument. Puis, vous autres, des fois, là, off-season ou, pas off-season, mais pré-saison ou pendant la saison où vous avez une journée, y a-tu des journées que vous pêchez ensemble? Demain. Ensemble, là. Ah oui, demain, vous pêchez ensemble. Ah. Des fois, les soirs, on remet le bateau en état, là, puis on sort 2-3 heures là, faire une pêche plus au bord. Là. On va faire des tests là, pour justement pour les clients, tester des nouveaux équipements, des nouvelles approches. Faut essayer ça aussi. On peut pas faire des tests pendant que les clients sont là. C'est pas une bonne idée. Non, non, c'est pas directement une bonne idée, à moins d'être bien certain d'où ce qu'on est puis qu'est-ce qu'on fait. Là. Puis encore là, c'est de la pêche. Hein? Exact. C'est ça. Puis, dans tous les domaines, si tu n'avances pas, tu recules. Non, ça, c'est un fait, là. Moi, vous dire, les gars, là, c'est sûr et certain, puis c'est pas le fun de reculer quand on a des petits bateaux comme ça non plus, là. Il faut les payer aussi, là, les bateaux. Mais, tu sais, vous me disiez tantôt, toutes les deux, tu sais, quand j'ai dit, OK, vous voyagez pas Montréal, vous revenez pas, parce que sinon, ça n'aurait pas d'allure. Et puis, vous m'avez toutes les deux dit, non, nous autres, c'est sur notre bateau, là. On demeure ici, là. Au début de saison, c'est pas vrai, là, parce qu'on voyage, tu sais, comme, tu sais, si t'as 3-4 jours, t'as pas de clients, tu vas redescendre en ville pour faire tes choses, là, puis souvent on a des choses à faire, mais comme là, ça va commencer comme la semaine prochaine, là, là, on est ici jusqu'au mois de septembre. C'est ça, parce que ça n'aurait pas de bon sens à voyager, mais faut vraiment, là, je m'adresse aux auditeurs, là, on voit là vraiment que les gens sont mordus, là. Même vos guides, les propriétaires de bateaux sont aussi, sinon plus mordus que nous autres, on l'est, parce que pour faire ce métier-là, il faut aimer faire ce qu'on fait, mais il faut être mordu de ça, là. Ouais. C'est revoir le commentaire que ma cliente a donné dimanche passé, là. Elle a dit, merveilleuse journée de pêche, merveilleux capitaine. Ça paye. Ça, c'est... Ah oui, non, absolument. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai.
Et puis, tu sais, quand on voit des clients là, qui reviennent, comme vous m'aviez mentionné tantôt, là, il y en a des fois qui reviennent 2 jusqu'à 3 fois avec différents groupes pendant la saison. Là. C'est parce qu'ils aiment le service. Écoute, Guy, j'en ai un qui est venu, mon premier client cette année, puis je t'avais dit, tu sais, on a eu 2 jours de gros vent du nord, des vents de 55 km/h. Écoute, ça ventait. La pêche a été vraiment difficile. Écoute, il m'a rappelé, puis il revient au mois d'août. C'est ça. Il revient pas parce que la pêche a été merveilleuse. Là. Non. Il a eu une belle journée, tu sais, sur le lac, puis il a trouvé ça... c'est sûr qu'il revient pas parce qu'il a fait une journée de pêche écœurante. La journée n'a pas été écœurante, cette journée-là. Donc, c'était difficile, la pêche. Mais on a quand même tiré notre épingle du jeu un peu, là. Oui. Mais il revient parce qu'il a aimé le bateau, parce qu'il a aimé le setup qu'on fait, tu sais. Puis moi et Carlos, on essaye d'être pas mal photocopie, on essaye des petites affaires différentes, tu sais, pour s'améliorer, là. Mais on fait pas mal pareil, tu sais. Puis le client, il revient, la pêche n'a pas été bonne. Ça veut dire que notre setup est pas trop méchant. C'est ça, là, hein. Et puis, là, les gars, qu'est-ce qui s'en vient pour la semaine, là? La fin de semaine, apparemment qu'on va avoir un peu de crachin, là, sur les lacs. Ça va falloir vivre avec les conditions météo. C'est sûr que qu'est-ce qui est annoncé, c'est une chose. Nous, on le vit au jour le jour, directement sur le bord de l'eau. Fait qu'on est en mesure de contacter nos clients la veille ou l'avant-veille pour essayer de discuter d'une stratégie, justement, là. On n'aime pas non plus faire déplacer des clients, des fois 200, 500, 800 km pour venir se river le nez sur le quai, là, à dire on part pas, là. Donc, on est responsable, puis on appelle nos clients, puis on leur dit la vérité, puis qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Si nous, on pense qu'il y a plus de risques qu'on sorte pas, ben c'est sûr que c'est pas nous qui va prendre la décision, mais on le remet dans les mains du client, puis la plupart du temps, les clients cancellent ou essayent de remettre. C'est ça. Et donnez-moi un scénario là, qui pourrait dire écoutez, non, je rappelle mon client, on sort pas. Ça serait quoi le scénario? Ben, un vent normalement qui vient de l'ouest est un vent souvent un petit peu plus corsé, qu'on pourrait dire. Donc, si on a un vent d'à peu près 20 nœuds, 25 nœuds, on parle de presque 35 km/h, là, même un peu plus, ça fait des vagues de près de 2 mètres. Oh là là! Donc, c'est pas pour les embarcations. Les embarcations, on peut aller jusqu'à de la vague de 4 mètres sans problème. La problématique, c'est de rester avec une canne à pêche dans les mains en arrière. Là. Il n'y a aucune stabilité. Il n'y a pas de fun à pêcher, là, du tout. Il faudrait quasiment attacher nos clients, là, puis c'est pas intéressant. Puis c'est un peu la chose avec le pattern de pêche. Tout ton pattern de pêche se promène à peu près avec la même intensité que les vagues. Fait que, tu sais, je pense pas que ce serait les journées les plus profitables là, pour être sur l'eau, pour donner des bons résultats. Fait que c'est souvent préférable. C'est sûr que c'est très, très frustrant pour les clients. Mais il faut que les clients comprennent que pour nous aussi, là, c'est une perte financière de cette journée-là, de l'équivalent de ce qu'ils devaient nous payer. Absolument. Donc, on n'annule pas pour rien, mais on fait certainement pas venir des clients pour rien non plus. Là. C'est ça, parce qu'il y a la sécurité, puis j'imagine aussi que, tu sais, c'est avec la trop grosse vague, pour les gens qui sont pas habitués, il y a peut-être la tête aussi l'autre côté du bateau parce qu'il doit avoir des mots de... C'est important. Robert et moi, on est assurés avec des assurances commerciales. Mm-hmm. Puis, au niveau des assurances commerciales, on fonctionne avec Transport Canada. Donc, si Transport Canada émet un avis qu'il y a des vents violents ou des vents tempêtes, puis qu'on sort quand même, ben on s'expose parce qu'on n'est pas assuré. Donc, si l'embarcation coule, là, on parle... je sais pas si Robert vous a parlé un peu des valeurs des bateaux, là, mais on parle pas d'une affaire à 3-4 000. Là. Non, c'est ça. C'est l'investissement d'une vie qu'on perd. Là. Fait que on prendra jamais ce risque-là. Donc, on n'est pas des gens téméraires. On n'est pas des gens qui vont mettre la vie en danger des pêcheurs pour aller prendre 2-3 poissons. Là. Je veux dire, je pense qu'il faut être réaliste. Là. Pour faire une coupe de $100, là, tu sais. C'est ça. Oui, non, exactement. C'est pas l'argent. Là. C'est pas question d'argent. Non. C'est question purement de sécurité. Hein. On développe une clientèle. Fait qu'on veut que les gens reviennent. On veut que l'expérience soit agréable. On veut pas avoir des gens accrochés sur le bord comme on dit, à faire monter le niveau du lac. Là. Tu sais, c'est pas... pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps. C'est ça. C'est pas agréable pour les gens. Puis ça, des fois, ça fait des effets d'entraînement. Là. Il y en a 2 qui sont malades. Il y en a un 3e et 4e. Première affaire que tu sais, il y en a 3 chaque bord. Tu sais, puis c'est pas agréable. Là. Ça, c'est pas des journées que tu veux vivre et faire vivre non plus. Là, c'est ça, parce que les gens ils pensent pas, mais le lac Ontario est pas une mer intérieure, mais pratiquement. Hein?
Écoutez, je sais pas si Robert en a parlé déjà, là, mais il y a des gens qui coulent à chaque année. Il y a des accidents. C'est un lac qui a beaucoup de mortalité, malheureusement. Par témérité, peut-être. Chez les pêcheurs, on voit qu'à chaque année, les gens qui se risquent avec des plus petites embarcations sur un plan d'eau comme ça, ils s'aventurent un peu trop loin. Le lac peut changer là, en 15-20 minutes. Là, ça peut devenir complètement autre chose. Là. C'est ça. Donc, à ce moment-là, on est exposé à ça. Là. Fait qu'il faut avoir cette réalité-là. C'est pas qu'on veut faire peur au monde de pas venir là, avec leurs embarcations, mais il y a une réalité quand même. Là. C'est ça. C'est ça. Ben les gars, ça tire déjà à sa fin. C'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est super le fun. On est déjà rendu à pratiquement 22 minutes de chronique. Ça va vite. C'est trop vite. On pourrait continuer à parler poisson, pêche et embarcation pendant des heures, mais on n'a pas le choix. Mais là, rappelez-nous, comment tu dis ça, Robert? Là, je vais faire arrêter parce qu'on veut s'en garder au moins pour 22-25 autres chroniques. C'est ça. C'est ça, puis le pire, c'est mais qu'on sorte les bateaux cet hiver, ça a de glace, là. Mais Robert, donne-nous donc encore tes coordonnées, où on peut te rejoindre, et puis le site Internet aussi. Il y a mon cellulaire au 514-833-9571. J'ai toujours ça avec moi, je traîne ça comme mon cœur, c'est toujours. J'ai mon site Internet qui est lacontario.com. J'ai ma page qui est là-dessus, ma page Facebook. Vous pouvez me rejoindre en tout temps. Généralement, c'est sûr que si on est un fish-on, je réponds pas tout de suite, mais je retourne l'appel tout de suite. Il n'y a pas de problème. Je suis assez vite là-dessus. J'essaie de donner satisfaction à 100% à tous les clients, même ceux qui veulent avoir juste des informations, comme je te disais, Guy, les gens m'appellent des informations. Même il y en a qui voulait aller à la pêche au Québec. Puis il voulait avoir des informations pour aller à la pêche au Québec, à l'Achigan, puis au Brochet, puis ça me faisait plaisir de lui donner des informations, il n'y a pas de problème. Absolument. On est là, on a une expérience, puis il faut la faire partager avec les gens, il faut faire aimer notre sport. Là. Absolument, absolument. Et puis aussi, je rappelle aux auditeurs là, que le coût des permis là-bas, pour les permis de non-résidents pour une journée, si je ne me trompe pas, Robert, corrige-moi, là, c'est 13,50 $, c'est bien ça? Exactement. Donc, c'est vraiment, là, c'est plus qu'abordable. Donc, vous n'avez pas de raison pour pas aller rejoindre Robert là-bas là, sur le lac Ontario et vivre une expérience unique. Puis, comme on en parlait, Robert et Carlos, un peu plus tôt, si vous vivez une expérience de ce genre-là, soyez certain que ce ne sera pas la dernière fois que vous allez pêcher au lac Ontario. Donc, c'est tellement, c'est merveilleux. Même moi, là, à force de le dire, je suis en train de me donner la piqûre, il va falloir que je descende. on va pêcher, là, on va aller chercher, on va faire la chronique directement du bateau, fait que ça va aller plus vite. Ça serait bon. Ça serait bon, hein? Oui, on va le faire, c'est sûr. Là, il me semble que ça serait bon de faire une chronique de même. Oui, puis là, il va falloir faire une émission au lieu de faire une chronique. Ça serait encore plus plaisant. Oui. Ah oui, ça serait merveilleux. Aussi, je voulais dire, tu sais, s'ils veulent rejoindre Carlos, là, moi et Carlos, on fonctionne ensemble. Carlos, c'est Spanish Fly Charter .com. S'ils vont sur SpanishFly.com, ils vont ou lacontario.com, ils vont nous rejoindre les deux. Super. Fait que là, vous l'avez. Vous avez lacontario.com, vous avez SpanishFlyCharters.com et vous pouvez rejoindre les gars. Les gars travaillent ensemble. Donc, c'est le fun. C'est vraiment une très belle interaction là, à trois. C'est vraiment plaisant. Là. Et les gens qui veulent faire des groupes de 12 personnes, là, on réserve les deux bateaux. Puis c'est 6 personnes sur chaque bateau. Même on peut aller à 16 personnes. 8 sur chaque bateau, là, ça fait des parties là, vraiment exceptionnelles aussi. Oui, c'est vraiment le fun, puis de très belle expérience. C'est pas tous des pêcheurs, hein? Non, c'est ça. Ils viennent juste pour enjoy life, ça, puis les gens qui viennent qui pêchent pas, on cherche pas pour eux autres, là. On les embarque, puis on les fait vivre la journée quand même, là. Ah, OK, tu t'en sers pas comme appât, ces personnes-là? Ah, ça dépend comment ils sont mal commodes. Ah, OK. Fait que c'est parfait, les gars. Hey, je vous remercie beaucoup. Et puis, naturellement, on se rejoint la semaine prochaine encore pour une autre chronique chez Simplement Plein Air. Merci à tout le monde et soyez des nôtres la semaine prochaine. Merci beaucoup. Que retrouve-t-on chez Simplement Plein Air?
Que du plein air, de la course à pied aux expéditions dans le Grand Nord, des entrevues exclusives, des reportages, des concours et surtout du plaisir à la Simplement Plein Air. Pour plus d'informations, suivez-nous sur notre page Facebook à Simplement Plein Air Simply Outdoors ou sur notre blog à guymartin.org. C'est un rendez-vous. Ce qui s'en vient chez Simplement Plein Air. La semaine prochaine, la famille s'agrandit. Nous ajoutons la chronique Simplement Bouffe, animée par Nancy Proulx-Martin et Jean-Philippe Chouinard, chef au pub chez Gibb. Aussi, notre ami Éric Bouchard d'Aventure Gaspésie va se joindre à nous et nous rapporter ce qui se passe dans ce beau coin de pays. De semaine en semaine, on est à votre écoute. Vous avez des suggestions, chroniques ou des questions pour nos chroniqueurs? Faites-nous-les parvenir sur la page Simplement Plein Air et nous allons tenter d'y répondre le plus tôt possible. Ceci dit, s'est joint à notre équipe la semaine dernière Annie McDonald, une maniaque de chasse et de trapage. Annie va être avec nous de semaine en semaine et nous transmettre sa passion et ses connaissances. Sans plus tarder, voici la chronique avec Annie McDonald. Bonjour et bienvenue chez Simplement Plein Air. Cette semaine, nous discutons avec une maniaque de chasse. Oui, j'ai bien dit une maniaque de chasse. Il s'agit de Mme Annie McDonald qui sera notre chroniqueur à toutes les semaines ici chez Simplement Plein Air, notre chroniqueur chasse. Quand on parle chasse, on ne peut pas juste parler chasse à l'orignal, mais on parle chasse au chevreuil, chasse au coyote, on va parler aussi chasse à la gélinote, on va parler chasse au lièvre. Tout au cours de l'année, Annie va être avec nous. Premièrement, j'aimerais t'introduire. Bonjour Annie. Bonjour Guy, ça va bien? Oui, et toi? Ben oui. Hey, ça va être assez excitant, hein, parce qu'à discuter ensemble, là, on parle de chasse, on parle de tout ça, mais moi j'ai une question, puis je suis certain que nos auditeurs là, doivent avoir ça en tête. Chasse, femme, d'où ça vient? D'où ta passion est partie, Annie? Mon Dieu, Guy, ça fait des années, j'étais jeune. Mes parents, ils ont toujours, toute ma famille allait à la chasse. Puis, veut pas, nous autres, dans la famille, on n'avait pas le choix de suivre, hein. Puis là, c'est mon père qui nous a donné la passion d'aller dans le bois. La chasse, c'est pas juste de tuer l'animal. C'est être en symbiose avec la nature, aller voir le gibier, t'apprendre dans le bois, je veux dire. Exactement. C'est un endroit où on est bien, c'est un endroit où on se ressource aussi là, dans le bois. Puis moi, je te dirais, est-ce que tu as déjà vu, tu dois avoir eu des drôles de regards à un moment donné quand tu étais à la chasse à l'orignal ou à la chasse à l'ours, là, parce qu'on sait que le sport de la chasse, anciennement, je dis bien anciennement, là, était un sport plus chauvin, donc un sport d'homme. Toi, est-ce que tu as déjà rencontré de l'opposition à ça? Pas aujourd'hui, mais c'est sûr qu'anciennement, c'était comme ça. L'homme allait à la chasse, la femme restait à la maison. Mais aujourd'hui, c'est plus comme ça. Là. Les femmes, on est toutes aussi équipées que les hommes, même des fois sinon plus. Une femme est bien plus minutieuse des détails qu'un homme. Oui, c'est un fait. Puis moi, je te dirais que, comme tu l'as bien dit, anciennement, on voyait plus les femmes dans les camps et puis à préparer la bouffe quand les gars revenaient. Mais aujourd'hui, le sport s'est tellement spécialisé, même les vêtements. Hein? Ah oui, les vêtements très confortables. Au début, on mettait des vêtements conçus pour hommes, pour aller à la chasse, mais maintenant, on a des super de beaux kits. Nous autres, les femmes, là, les bottes pour les femmes, les sauts de chasse, les combines, on a tout. Oui, tout est là pour la femme maintenant. Puis il y a aussi les armes qui sont adaptées. Il y a certaines armes à feu qui sont spécialement conçues pour la femme. Oui. Puis maintenant, les armes sont de moins en moins pesantes. C'est ça. Quand on arrive pour faire la chasse fine, si tu as une arme qui est bien pesante, c'est pas plaisant. Mais tu peux avoir une ceinture. Je ne sais pas le nom de la ceinture, j'en ai une. C'est quand tu mets ton arme sur l'épaule, tu peux tirer tout de suite avec. Ouais, un genre de ceinture harnais, là, finalement. Ouais.
Puis à cette heure, les armes, c'est plus comme c'était avant non plus. T'as des t'as des anti-reculs que, comme moi, là, j'ai une 30-06, mais je suis sûre que ma fille de 8 ans, elle pourrait s'en servir. Ça repousse pas pantoute. C'est ça, puis ça a évolué avec le temps. J'ai des amis qui sont aux États-Unis, qui chassent, et j'ai une amie justement qui a une émission de télévision là-bas, et puis elle me disait encore dernièrement, là, écoute, c'est dans les derniers 25 ans, ça a tellement évolué, c'est pas croyable, là. Ah ouais, mais le monde, avant ça, allait à la chasse pour se nourrir. Mais maintenant, c'est rendu un sport. Oui, c'est vraiment... Oui, absolument. On voit là, de plus en plus. Écoutez, comme tu me disais tantôt, c'est une symbiose aussi avec la nature. On va se regrounder avec la nature, là. Mais toi, là, j'ai vu cette année, tu m'avais dit lors d'une entrevue précédente que tu avais essayé de quoi de vraiment différent, là, la trappe à l'ours. Oui. Ben moi, j'étais une trappeuse. Je trappais le coyote puis le renard. Mais j'avais jamais trappé l'ours. Moi, j'ai toujours eu peur d'un ours. C'est drôle à dire, je suis une chasseuse, mais j'ai peur de ça. Ah, OK. Puis, ils disent dans la vie, il faut affronter nos peurs. Ben, cette année, c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, je vais affronter mes peurs, on va aller essayer ça. Puis, je vous dirais que c'est assez impressionnant. Ah, quand t'as un ours pogné au lacet, là, je veux dire, comme un collet après la patte, il est vivant, là. Oui, c'est ça, là. Puis ça doit déménager, là. Ouais, ça te fait méchant ravage. Oui. Mais c'est le fun. Moi, j'adore tout essayer. Puis ça, c'est ça. Puis à ce moment-là, là, il faut que naturellement vous le tuez à la carabine, là. Oui. Ça, c'est sûr qu'il faut que tu mettes à mort l'animal. Sauf ça, c'est moins le fun quand que, tu sais, il est vivant. Ouais, c'est ça, là. Pas comme le coyote quand t'arrives puis il est déjà mort, là, tu sais. Là, t'es content, tu ramasses ton gibier. Mais là, quand il est vivant, c'est moins. C'est pas comme à la carabine, pas en tout. C'est pas le même feeling. Non, c'est ça. C'est ça. Puis c'est quand même le feeling. On a quand même une sensation là d'arriver là puis d'avoir vaincu finalement l'animal. Là, c'est comme on a. Oui, tu l'as déjoué. C'est ça. Des fois, c'est des petits détails qui fait que ça change tout. Tu sais, comme dans la trappe. Faut que tu saches sont où les trails, même si ils sont comme imaginaires. Pas parce que tu vois une trace à un moment donné que ça veut dire qu'il va en avoir plein, là. C'est ça. La bonne trail, la bonne comment je pourrais vous dire ça? Faut que t'aies l'instinct. C'est ça, l'instinct est là, puis faut connaître l'animal aussi, hein, parce que va pas à la chasse juste sur comment je te dirais ça, sur une impression, là. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances, surtout au niveau trappage, là. Oh, oui, que ce soit le trappage ou la chasse à l'orignal ou même la chasse au chevreuil, faut que tu connaisses ton gibier. Ouais. Comme un orignal, son alimentation, où ce qu'il va se tenir, son habitat pour aller se coucher. Ensuite, le chevreuil, c'est la même chose. C'est ça. Tu sais, l'orignal, on chasse pas les orignaux dans des champs comme les chevreuils. C'est ça. Tu sais, c'est pas pareil. Puis un ours, c'est la même chose, là. Tout animal, tout gibier qu'on chasse, faut toujours connaître au moins un minimum sur l'animal que tu veux convoiter. C'est ça. Et puis là, je vous dirais, déjà, le temps file tellement vite, là. Mais on va avoir la chance, Annie, de se reprendre à toutes les semaines ensemble. La semaine prochaine, on va parler saline, le pourquoi d'une saline pour la chasse à l'orignal. Et puis ça va être notre chronique de la semaine prochaine avec Annie McDonald. Je cherche toujours à dire le nom Madame, je sais pas pourquoi, malgré que, bon, c'est Annie. On va s'en tenir à Annie McDonald. Et puis, chers auditeurs, la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, Annie va se joindre à nous. On va discuter saline, donc ne manquez pas la chronique. Et puis, de semaine en semaine, on va vous amener des sujets de plus en plus intéressants. On va discuter, comme vous avez perçu là présentement, Annie
Annie est non seulement une chasseuse amateur de plein air, mais aussi une maniaque. Et je pense que tous les gens qui se greffent à Simplement plein air, on va chercher des gens comme vous et moi, mais des gens qui connaissent, qui savent, qui sont là, sur le champ, dans le champ, en train de chasser, en train de trapper. Parce que, naturellement, cet hiver, on pourra pas passer à côté, Annie, on va parler de trapage aussi, là. Ah, ça, c'est sûr, ça, je l'attendais. Ça, j'ai tellement hâte. Ça, c'est une passion tellement forte. Ah, on peut pas passer à côté. Non, c'est sûr et certain. Ben, je te remercie encore une fois, Annie, pour cette semaine. Et mes chers auditeurs, vous allez voir, là, vous êtes pas sortis du bois. On va vous rentrer dans le bois. On parle avec des passionnés à toutes les semaines et Annie en fait partie. Donc, pour cette chronique, malheureusement, le temps est écoulé. On se reprend la fin de semaine, la fin de semaine prochaine, c'est là que l'émission va avoir lieu, à Simplement plein air, avec Annie McDonald. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup, Guy, et ça va être un rendez-vous à ne pas manquer. Absolument. Merci. Que vous partiez à l'aventure en pleine nature ou que vous soyez juste d'une nature aventurière, devenez accro à l'aventure sous toutes ses formes chez Simplement plein air, Simply Outdoors. Nos chroniques et nos reportages combleront le néophyte et l'expert. N'oubliez pas, ce sont les petits détails qui font la différence. Alors, c'est un rendez-vous Facebook sur Simplement plein air, Simply Outdoors, et aussi n'oubliez pas notre blog guymartin.org, guymartin.org. C'est un rendez-vous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler que notre concours NXS va être prolongé jusqu'à la fin du conflit des postes, donc allez aimer et partager en grand nombre. Maintenant, on se transporte via la magie des ondes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez eu la chance d'entendre notre prochain chroniqueur à quelques reprises ici chez Simplement plein air. Il s'agit du concepteur d'aileurs au Pémisca, M. Pierre Imbeau. Voici la chronique enregistrée plus tôt cette semaine. Bonjour et bienvenue chez Simplement plein air. Encore cette semaine, des chroniques de plus en plus intéressantes. Cet après-midi ou ce matin ou ce soir, peu importe le temps où vous nous écoutez, naturellement, on est avec M. Pierre Imbeau. Pierre Imbeau, vous reconnaissez le nom, c'est le créateur d'aileurs au Pémisca. Pierre, bienvenue sur Simplement plein air. Merci, bonsoir, comment ça va? Hey, c'est le fun. Hey, on discutait toutes les deux en ronde tantôt, là. On parlait de ce qui se passait un peu chez toi, la pêche. Tu as fait des belles pêches là, dans la semaine qu'on a passée et la semaine qui s'en vient, la fin de semaine, grand fin de semaine. Il y a quelque chose de bon qui s'en vient aussi. Hein? Ah, c'est certain que dans la région, les lacs sont encore froids, éloignés, fait que la truite est encore à bas son plein finalement. Là. Nous autres, en 2 sorties de pêche, ça a été successful, là, succès, une truite après l'autre. Là, ça part, ça mord. Ça mord. Les touristes sont juste venus nous voir, on veut en faire prendre du poisson, il n'y a pas de problème, il y en a en masse. Il y en a, là, ouais, c'est ça. Puis, comme tu me disais, tu as été faire un petit tour à un lac qui pourrait faire rêver plusieurs d'entre nous. Là. Je veux pas que tu nommes le nom du lac, on veut pas dévoiler ça, mais de la truite de quelle grosseur, tu me dis? Entre 4 et 7 livres. Là, je n'ai rien voulu savoir. Pas un coup, il n'y en a même pas une qui a sauté. C'est un portage de swamp en plus. Et cette fin de semaine-là, on a roulé 400 km dans le bois. Les gens vont dire c'est facile, c'est au kilomètre 200, tu roules 200. Non, c'est parce qu'on a viraillé 400 km dans le bois. c'est ça. C'est pas on se rend à 400 km, on pêche, c'est fini là. C'est qu'on viraille 400 km dans le bois. Ce lac-là ne mordait pas. Le lendemain, on est parti, on a roulé encore 100 km. On est revenu, puis là, ça a fait, garde à 2 personnes, 48 1 heure de pêche. Là. Il n'y avait rien de gros. OK, on dira c'est du dépanneur. Hein, tu sais, de la truite entre 7, 8, 9 pouces. C'est pas de la grosse, mais au moins, elle était là. Tu sais. Puis là, ils sont déjà toutes mangées. Si vous voulez, je vous donne une chronique culinaire en même temps. Oui, vas-y. Comment arranger une truite sans peau, c'est facile. Vous arrangez votre truite, vous gardez la tête. Vous plantez une fourchette juste en dessous de la tête.
prenez la tête, vous la poussez par l'arrière, puis vous tirez par en bas, toute la peau va rester après la truite. Pas la truite, après la tête. Une fois que ça c'est fait, votre truite, là, dans le shake and bake barbecue, direct dans le poêlon, ça fait comme carrément des chips au barbecue. Quand on en mange souvent, ben, ça change de mal de place. Oui, puis c'est. Hein, on va dire comme toi, là, ça doit avoir un méchant bon goût, là. C'est vraiment bon, c'est pas compliqué, puis tu sais, dans le bois, ça se fait bien, puis ben, ça change, tu sais, le monde sont habitués de manger le truite dans la farine, ou bien au four, ou quelque chose comme ça, ben, c'est différent. Oui, c'est complètement différent, puis tu dis le shake and bake, du shake and bake qu'on trouve à l'épicerie, là? Oui, shake and bake ordinaire, là, nous autres, on prend ça là à la salade de barbecue, parce qu'on trouve ça meilleur, mais il y en a au citron, il y en a du exotique, shake and bake, là, ils font du fish crisp, là, c'est la même affaire. Oui, ben oui. Ah, puis ça, là, tu roules ça là-dedans, ben ouais. Tu roules ça là-dedans, il n'y a plus de peau. Fait que, tout le goût de limon, s'il était dans le terre noire et qu'elle goûtait pas bon, il n'y en a plus, tu dirais que ça chair. Oui, direct dans le poêlon comme ça, c'est excellent. Ça fait que là, en plus d'avoir une chronique pêche, en plus d'avoir un rapport de pêche du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a je te dirais quoi, des recettes finalement là, inédites, parce que comme là redis-moi ça, là. Tu pognes ta fourchette. Tu pognes ta fourchette, tu la plantes dans la colonne de la truite, juste en dessous de la tête. Tu prends la tête, tu la craignes par en arrière comme sur les côtes pour la tête. Tu te ramasses avec une belle truite qui n'a plus de peau dessus. Il reste rien que la queue. C'est sûr qu'il faut qu'elle soit évidée avant. Là. Puis ça, ben, c'est parfait. Là. Nous autres, on met ça en shake and bake, mais ça n'empêche rien que quelqu'un en prenne une grosse. Il pourrait mettre du riz dedans, des légumes ou des épices. Puis, tu sais, dans le fond, toutes les saveurs rentreraient direct dans le truc parce que la peau ne serait pas là pour l'empêcher. Ben non, c'est ça. Ben moi, tu regardes, pour une autre semaine, je sortirai une recette de truite au morille et asperges. Oh, c'est vraiment excellent. Ça, là tu es en train de nous mettre l'eau à la bouche, là, par exemple. Parce qu'en plus, ça, c'est plus une recette du mois de mai, parce que les morilles, c'est au mois de mai, les asperges au Québec, c'est au mois de mai, puis la truite est excellente au mois de mai. C'était comme un combo régional. Là. C'est ça, mais là, qu'est-ce qui arrivera, c'est qu'on achètera des asperges qui viennent de plus haut dans le nord, ou c'est ça, ou dans le sud, whatever, puis... ça serait très intéressant. Ça, on va dire comme toi, là. Ça, c'est... Puis en plus, c'est vraiment délicieux. C'est pas compliqué à faire. C'est vraiment délicieux aussi. C'est ça. Puis là, tu t'enlignes sur quoi, mon Pierre? Là, la semaine prochaine, ça repart? En fin de semaine, essaye de trouver un autre lac que j'ai jamais pêché encore. Parce que moi, il faut le dire, je pêche jamais le même lac. Moi, je le pêche, mais une fois par année. L'année d'après, j'y retourne, mais en général, là, c'est une fois le même lac chaque année. Là, en fin de semaine, on va essayer. Pas de camping en fin de semaine, parce qu'en fin de semaine passée, on s'est un petit peu échaudé. Pas échaudé, là, mais la mademoiselle, je vais mettre ça sur sa faute, là, même si c'est pas vrai. Là. Faites manger par les bébés. Ça étente moi un petit peu, mais bien motivé à se lever à 4-5 heures du matin pour aller à la pêche. Là, fait que... mais si tu trouves un lac où la truite est belle, que ce soit mordeux un peu, là, si on en prend 2-3 belles, on va être content. Là. Absolument. Puis quand on parle, là, tu vas trouver un lac que tu connais pas, ça veut dire combien d'heures de la porte chez vous, là? Non, alors, ça se peut que ça soit proche ou loin. Tu sais, hier, au centre-ville de Chicoutimi, il y a des lacs à 15 minutes qui sont bons, il y a des lacs qui sont à 4 heures qui sont bons, fait que ça se peut que ça soit entre les deux, là. Fait que là, c'est ça, là tu repars, tu target quoi, là, la Wananish, la truite? Non, la truite mouchetée, là, c'est un site truite mouchetée. La Wananish, comme je t'avais dit, mon chaloupe, j'ai un problème avec le moteur, là, fait que doré Wananish, cette année, ça va être tranquille. C'est pour ça que ça fait des années que j'ai pas vu à moucheter de même, cette année, ben, on dirait que... C'est reparti, là. Moi, faute de budget pour la réparation du hors-bord, on va faire du canot. Oui, puis moi, j'aimerais rappeler à nos auditeurs, vous voyez défiler là, sur la bande là, des leurres que Pierre fait. Il faut toujours se rappeler là, que ces leurres-là, là, je pense qu'on va vendre la mèche. Les leurres s'en vont sur le lac Ontario. C'est comme ces parties-là, ces leurres-là, et oui, en effet, ils vont être testés par un guide professionnel sur le lac Ontario. Photo à suivre assurément. Ah oui, il va nous dire ce qu'il en pense. S'ils sont pas assez solides pour lui, ce qui me surprendrait. S'ils sont trop solides pour lui, s'il veut plus flottant, plus calant, mais c'est ça. Là, on est en train de négocier la fabrication d'une série de leurres pour le lac Ontario. Oui, parce que là, nos auditeurs sont déjà un peu familiers parce que Robert Lalancette, Robert de lacontario.com, naturellement, nous fait une chronique de pêche à toutes les semaines aussi.
car justement, les auditeurs l'ont fort probablement entendu dans l'émission aujourd'hui, c'est que là, ça s'en va là. Ça veut dire que les leurres que Pierre fabrique, écoutez, quand on a des professionnels comme ça qui disent, écoute, là, moi, là, ton produit, j'aimerais ça l'endosser, j'aimerais ça l'essayer, es-tu capable de me faire ci, de me faire ça? Parce qu'il faut rappeler que, Pierre, tu es capable de faire des leurres à la demande. Là. Si quelqu'un te dit, moi, je veux avoir ça, brun, je dirais pas le mot, ou ben donc jaune, whatever, tu peux le faire, là. Ah, il n'y a pas de problème sur la couleur des leurres. Comme Robert me disait qu'il voulait des Gasparro. On va y faire quelque chose qui ressemble à des Gasparro le plus possible, puis on va s'ajuster sur ce que lui, il veut plus. Là, c'est sûr que je vais en faire une série, puis après ça, on verra qu'est-ce qu'il aime le plus. C'est ça. Fait que donc, je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il est possible de contacter Pierre, et puis vous allez sur Pierre Imbeau sur Facebook, et puis vous allez le trouver tout de suite. Et puis, si vous ne le trouvez pas, écoutez, là, envoyez-moi un message, puis moi, je vais faire certain que vous allez pouvoir contacter Pierre. Et puis, si vous avez des leurres, parce que moi, là, j'ai encore, j'ai la maladie, là, de la cuillère de plastique. Moi, là, puis le plomb. Ton fameux plomb, il faut que tu nous reparles. Le plomb palette, ouais. Ouais. Le plomb palette, ça, c'est un leurre européen qui est utilisé pour le centre, puis la perche. Nous autres, on a fait importer les moules ici. Dans le fond, comme on l'a dit la dernière fois, pour essayer de pêcher le doré et la perche chaude avec ça, parce que le centre, c'est le cousin européen du doré. Mais dans le fond, on s'est rendu compte que c'était très bon chez nous aussi. Ça marche là-bas, ça marche très bien ici. Moi, j'ai eu des moules pour ça de 9 à 83 grammes. 83 grammes, c'est presque 3 onces. On a pêché le poisson de fond sur le fjord avec ça. Ça marche très bien aussi. C'est ça. Puis, les cuillères de plastique, ça, c'est un projet qui est en constante évolution. Les moules sont semi-prêts. Ça, c'est une autre chose que Robert va tester aussi. Parce que les cuillères de plastique, là, sur le lac Ontario, ils n'ont jamais vu ça encore. Ben non, c'est ça, là. Puis même ici en Abitibi, là, moi, je te dirais, moi, j'ai hâte, là. J'ai hâte, moi, être dans les premiers acheteurs avec Robert. Pour moi, là, du lac Ontario, là, on va essayer ça ici. Mais les plombs, là, moi, je vous dis, là, les pêcheurs de doré de l'Abitibi, là, puis peu importe où vous êtes au Québec, vous pêchez le doré, peu importe, même on parle de doré, mais on parle de poisson de fond. Si vous en fait, c'est un leurre tellement polyvalent. C'est ça. C'est un jig. Dans le fond, c'est un leurre à jiguer. Mais un leurre à jiguer, là, on jigue la truite grise, on jigue la truite mouchetée, on jigue des poissons de fond, on jigue même le brochet par accident. Oui. À la limite, quelqu'un, là, ben, moi, je pêchais à la traîne avec des jigs. Ben oui. Tu sais, avec un shaker blade, là. Excusez-moi le terme français, je sais pas c'est quoi, mais la même chose, tu peux le faire avec ça aussi. Là. C'est ça. Puis ça fait juste rajouter un poids dans ton offrande. Fait que tu vas juste te rapprocher du fond. Exactement. Puis, Pierre, donne-nous le prix de ça, là. C'est tellement ridicule, on peut même pas s'en passer. Un plomb palette monté, je vends ça 5 pièces. Imaginez, là. Moi, là, il est monté en fluorocarbone. Toutes les nœuds sont recouverts avec de la gaine thermotractable. Puis il y a des billes partout d'entrechoquement. C'est dans un sac. C'est sûr que les frais de livraison, c'est à vos frais, là, parce que le plomb, 1 ou 2, c'est pas pire, mais quelqu'un qui en veut 50, là, ça peut. La livraison. Ouais. En plus, que Post Canada va être en lockout à partir de samedi, j'ai bien compris, là, ça risque d'être un peu. Oui, c'est ça. Ça s'en vient assez vite, là. C'est ce que. Ouais. Il y a une remarque, il y a d'autres moyens de transport. Là, l'autobus au Québec, là, le pare-bus, là, c'est surprenant, c'est pas cher. Ben moi, là, ici, en Abitibi, j'ai découvert ça quand je veux envoyer des choses à Montréal ou à Québec, dans mon coin, là. Pare-bus. Pare-bus, c'est la meilleure chose. En fait, c'est pas mal moins cher que Post Canada, c'est juste que le client, il faut qu'il aille chercher c'est ça. À l'autobus. C'est ça, mais moi, vous dire que pour les leurres, là, moi, ça me dérange pas de faire une couple de kilomètres pour aller les chercher. Là. Ça me dérange absolument pas, moi, vous dire. Puis même, c'est une économie d'envoi aussi, là, pour le prix d'envoi. On dit qu'on veut toujours encourager le commerce local, tu sais, puis l'argent, c'est important aussi. On n'est pas tous riches, tu sais. Et que les frais d'envoi, si on peut les diminuer en utilisant un autre service. Absolument. Puis moi, non. Puis quand tu dis de produit local, j'encourage ça. Puis je pense que les auditeurs le savent maintenant parce que j'en parle dans chaque chronique, ou j'en parle à chaque fois que j'ai la chance. C'est que justement, quand on peut avoir un produit fabriqué Québec,
c'est ici que je le prends. Surtout pour un produit spécialisé comme la pêche ou la chasse, ou peu importe le plein air. C'est un produit qui est fait et adapté pour chez nous. Bon, on vit dans un pays de plein air, de chasse, de pêche, d'hiver qui sont peuvent être intenses. Fait que tous les gens qui fabriquent des produits de chasse, de pêche, qui fabriquent des produits de plein air sont adaptés à l'hiver, sont adaptés à nos conditions, ça c'est certain. C'est ça. Oui, tu vas avoir moins cher si tu achètes du Made in China, mais la qualité ne suivra peut-être pas. Oui, puis la qualité ne suit pas. Et aussi, tu sais, on n'encourage pas nos gens d'ici. Puis la qualité, gens qui veulent développer des produits différents pour nos conditions à nous. Puis ils sont testés chez nous. Exactement. C'est ça qui compte, là. Puis ça, c'est une grosse chose. Bien, Pierre, déjà là, on tire à notre fin. Ça va vite. Ça va vite, vite, vite. Fait que là, toi, en fin de semaine, tu repars, pas de camping, mais de la pêche. Pas de camping, mais de la pêche en forêt boréale. En forêt boréale. Ça va de la moucheter en forêt boréale. Puis si les captures sont belles, il faut toi suivre. Oui, monsieur. Et aussi, la semaine prochaine, là, vous vous rappelez, cher auditeur, Pierre nous a dit qu'il nous arriverait avec une recette pour notre une autre recette là, qui vient du Saguenay. Là. Une recette qui vient de Pierre. Je ne devrais pas dire du Saguenay, mais une recette qui nous vient de M. Pierre Imbeau. Fait que là, on va se régaler encore là. Mais moi, je vais essayer ton truc de truite. Ça, c'est sûr et certain. En plus, c'est tellement facile à faire. La première fois que tu l'essaies, tu dis, je suis pas sûr de moi, je vais tout briser la truite. Non, tout de suite, c'est facile. C'est comme plumer un lièvre. C'est ça. Ben, c'est ça, là. Puis, c'est ça. C'est pas plus compliqué que plumer un lièvre. Absolument. Puis, plumer un lièvre, les gens ici en Abitibi s'y connaissent. Puis, les gens un peu partout au Québec. Absolument. Ben, Pierre, on se rejoint la semaine prochaine et on discute encore. Et chers auditeurs, laissez-moi vous rappeler que cette chronique est rendue possible grâce au leurre OP-MISCA. O-P-E, accent aigu, M-I-S-C-A. C'est le concepteur, M. Pierre Imbeau. Donc, si vous ne trouvez pas Pierre sur Facebook, écrivez-moi. Je pouvais être certain que vous allez le trouver. Et puis, Pierre, merci beaucoup encore pour cette intervention qui est fort intéressante. Et naturellement, la semaine prochaine, on se revoit encore pour un autre rapport de pêche qui nous vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. Merci, Guy. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, cher auditeur. Et encore une fois, j'ai de peur de me répéter, les leurres OP-MISCA. Il faut aller voir les leurres OP-MISCA. Il faut essayer les leurres OP-MISCA. C'est des gens de chez nous. Merci. Bonne semaine. Merci. Comme toute bonne chose a une fin, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ici chez Simplement Plein Air. Et n'oubliez pas, tous nos chroniqueurs sont disponibles si vous avez des questions et des suggestions de chroniques. Cette émission vous est rendue possible grâce à la participation de CHUN-FM 98.3 Rouyn-Noranda, Sylvain Saint-Louis d'Orientation Azimut, Robert Lalancette, lacontario.com, Annie McDonald, les leurres OP-MISCA, M. Pierre Imbeau. Donc, c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Simplement Plein Air.